Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous intéressent et qui parlent de notre région. Ce soir, une question qui touche directement le quotidien des Franciliens et l'avenir de nos centres-villes. La fast fashion et plus encore l'ultra fast fashion bouleverse nos habitudes de consommation, des vêtements toujours moins chers, renouvelés en permanence et livrés en quelques jours, mais à quel prix ? Pour l'économie locale, selon le dernier rapport de la CCI Paris-Île-de-France, le secteur de l'habillement a perdu 25% de ses magasins en 20 ans dans la région. C'est une véritable hémorragie. Les ventes en magasin en Île-de-France ont chuté de 2,7%, quand l'e-commerce, lui, continue de progresser de 1,2%. Alors la fast fashion est-elle en train de vider nos rues commerçantes ? Quelles conséquences, quelles solutions ? On en parle dans une minute avec nos invités. En culture, on plonge dans la plus parisienne des femmes de lettres. C'est Madame de Sévigné, dont la correspondance est restée absolument mythique. 200 œuvres pour un ancrage dans le Paris du XVIIe siècle. C'est au musée Carnavalet. En conso, la fermeture de la mythique enseigne Gibert après des décennies à faire battre le cœur des étudiants et des amoureux des livres. La librairie baisse le rideau, une fermeture emblématique et symbolique dont on parle en fin d'émission. Des vêtements toujours moins chers, livrés toujours plus vite et des commerces qui continuent à disparaître. En Île-de-France, la fast fashion a déjà provoqué la fermeture d'un magasin de mode sur 4 en 20 ans, selon la CCI, mettant à genoux les enseignes de centre-ville et les indépendants. Alors jusqu'où ira la mode jetable et qui paye vraiment le prix de ces bonnes affaires ? On en parle avec nos excellents invités autour de la table. Thibault Ledunois, vous êtes directeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Accompagné d'Anthony Vittorino, directeur du magazine Fait en France. On est très heureux de vous avoir avec nous pour discuter de ce sujet ô combien important qui touche notre quotidien, qui touche nos centres-villes et qui touche évidemment les petits commerces auxquels on est très attaché. Vous représentez la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Est-ce que ces chiffres, ils confirment ce que vous observez au quotidien finalement sur le terrain et les remontées qu'on peut vous faire ? Oui, c'est sûr que le retail, on dit que le retail est mort depuis longtemps. Il se trouve qu'il s'est renouvelé. Il y a une dizaine d'années, le e-commerce a quand même chamboulé massivement notre secteur. Nos marques aujourd'hui sont à la page sur ce sujet-là. L'intelligence artificielle qui arrive et tous les nouveaux modes de consommation vont aussi bousculer une nouvelle fois. Une nouvelle révolution est en train d'arriver. Et parallèlement, on a une concurrence déloyale de la part d'un certain nombre de plateformes étrangères qui aujourd'hui fragilisent le modèle retail, évidemment. Et du coup, Donc il y a deux phénomènes, si je vous écoute. Il y a ce retail et cette nécessité d'être toujours à la page, de se renouveler, de se réinventer, de comprendre les nouvelles habitudes de consommation et de s'y conformer. Et d'autre part, cette concurrence que vous expliquez être illégale, déloyale ? Déloyale, oui, parce qu'elle ne correspond absolument pas aux standards de l'Europe et de la France en termes de qualité, en termes de respect des droits humains, en termes de recours à l'esclavage moderne, en termes d'environnement aussi, évidemment. Et puis, il y a un sujet dont mon ami parlera probablement, mais c'est aussi le sujet de la souveraineté. Aujourd'hui, nous, on défend une marque créative engagée et souveraine. Et je pense que on s'en est rendu compte au moment de la crise des masques, je vous le rappelle. Et je pense qu'aujourd'hui, nos marques françaises font encore le plein. En tout cas, une partie font encore le plein quand elles se sont mis à la page des modes de consommation et des nouveaux modes de consommation. Ce qui est sûr, c'est que le retail qui existait depuis des décennies est en train de mourir. Et donc, il est important pour nous, en tant que fédération, d'être en avance de phase pour accompagner nos marques sur ces sujets-là. Et c'est un combat. C'est un combat, c'est aussi un combat dans un modèle retail aussi où les soldes sont de plus en plus remis en question. On en parlera, bien sûr. La Fédération française du prêt-à-porter féminin, avec l'ensemble des fédérations du secteur, a mené une grande étude sur ce sujet qu'on va publier dans quelques semaines. Et je pense que c'est important d'avoir une réflexion avec nos entreprises, avec nos marques, sur comment on réinvente un modèle retail qui aujourd'hui, en effet, est cannibalisé par des gens qui considèrent que le commerce, c'est vendre... Mon président dirait de la merde aux Français, et c'est une réalité. C'est une réalité. Anthony Vittorino, ces enjeux de souveraineté, pourquoi sont-ils aussi importants, indépendamment d'acheter mieux, d'acheter de meilleure qualité, d'acheter avec une empreinte carbone moins importante ? Pourquoi la souveraineté, c'est aussi important quand on pense au secteur de l'habillement ? C'est pas que le secteur de l'habillement. La souveraineté, elle est importante parce que c'est ce qui, aujourd'hui,
garantit notre modèle social. Quand on va à l'hôpital, quand on a un accident de travail et qu'on est au chômage, quand on a des retraites, ça c'est le fabriqué en France qui le finance. Ce ne sont pas des achats qui viennent de très loin. Vous avez fait un lapsus super révélateur tout à l'heure, vous avez dit Victoire, c'est de la concurrence illégale. Malheureusement, elle est légale. Et c'est là aussi où le bas blesse. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on importe en Europe des produits qu'on ne pourrait même pas imaginer fabriquer dans ces conditions avec des matériaux... Puisqu'ils ne sont pas aux normes et qu'ils ne respectent aucune des règles qu'on applique chez nous. Il y a des règles sociales, il y a des règles humanitaires. Tu parlais, Thibaut, d'esclavage. C'est une réalité. Et ça, on peut l'importer sur notre territoire. C'est quand même un problème. Alors, forcément, c'est très loin, on ne le voit pas. Le consommateur n'a pas conscience forcément de ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que... Et puis, il y a évidemment la question du prix. On y reviendra longuement. Mais quand on paye moins cher, forcément, quelqu'un paye quelque part. C'est nous le produit. Il y a pas, évidemment. Moi, je ne veux pas ni culpabiliser le consommateur. On dit, est-ce que le retail... C'est pas que la faute du consommateur, d'ailleurs. Est-ce que le retail doit se réinventer? Il se réinvente. Tout le monde bosse, tout le monde a envie de bosser. Les commerçants ont envie de bosser. La faute, elle n'est pas économique. C'est un faux prétexte. La faute, elle est politique. À un moment donné, il nous faut du courage. Il faut garantir. Il faut avoir des exigences. Le consommateur, il n'est pas plus idiot qu'un autre. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est de la transparence, de l'information. Quand il ne l'a pas, c'est là où, justement, cette concurrence, elle se met en place. Et il y a une zone d'ombre qui se crée et qu'on côtoie au quotidien. C'est une forêt, c'est plus de l'ombre. C'est vrai. La CCI parle d'un effet de ciseau. C'est quoi un effet de ciseau ? Oui, alors aujourd'hui, on parle globalement, l'effet de ciseau, ça veut dire que le prêt-à-porter milieu de gamme qui occupait la majorité des centres-villes, et je pense que là, on parle de Paris, mais ça vaut pour toute la France. Aujourd'hui, nous, on est très mobilisés sur la revitalisation des centres-villes parce que c'est au-delà de l'emploi, c'est aussi une animation, c'est aussi de la socialisation. Ça détermine la vie de etc. quartier, tout à fait. Donc, c'est très important. L'effet de ciseau, ça veut dire que globalement, aujourd'hui, le milieu de gamme est entre deux gros acteurs. D'un côté, l'ultra fast fashion et en tout cas le low cost, donc les produits très peu chers, très probablement fabriqués dans des pays avec des pouvoirs d'achat, avec en tout cas des règles sociales, des rémunérations, des systèmes sociaux qui sont bien plus... qui ne sont pas au niveau, en tout cas pas au niveau de la France. Et de l'autre côté, le premium et le luxe, qui globalement se portent très bien. Il y a encore la queue chez Pollen, chez Cézanne, chez Asphalt, des marques qu'on représente et on s'en félicite. On vient d'ouvrir là, à Paris, avec le testeur de commerce, une boutique pour les jupes de prune qui fait du Made in Paris. Donc, je veux dire, aujourd'hui, le retail, sur un certain nombre de marques premium, fonctionne. Là où il y a un effet ciseau, c'est en effet sur le milieu de gamme, c'est à savoir l'ensemble des acteurs et des marques qui sont tombés sur les dernières années, et donc évidemment sur lequel on se pose des questions parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément réussi à se renouveler sur l'expérience client et sur le produit, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se font prendre des parts de marché par des... Question importante, c'est quoi la différence entre la fast fashion et l'ultra fast fashion? Pour que ceux qui nous écoutent, on parlait de transparence, vous parliez d'avoir la bonne information, de savoir ce qu'on achète, c'est quoi la différence fondamentale? La fast fashion, ça va être les enseignes, je parle sous ton contrôle, type Zara, H&M et on va dire Célio pour avoir trois marques. Un troisième, tout à fait, merci beaucoup. Et les autres, ce seront plutôt du Temu, du Shein, où là, vraiment, vous avez de la basse qualité. Est-ce qu'il y a vraiment une différence fondamentale pour ceux qui nous écoutent? Est-ce que c'est mieux, je vais caricaturer, d'acheter du H&M, Zara, Célio que d'acheter du Shein, Temu, AliExpress? Alors, c'est difficile pour nous, je pense, de dire que c'est mieux d'acheter du Zara que du Shein et du Temu. En revanche, c'est très différent. Zara aujourd'hui emploie un certain nombre de gens en France et d'ailleurs et dans nos centres-villes, donc payent leurs impôts en France, ce qui n'est absolument pas le cas des plateformes Shein, Temu, Alibaba, donc, etc. Le modèle est différent. Donc le modèle est différent. Le Zara a un modèle et H&M ont un modèle retail pur, c'est-à-dire qu'on achète principalement en magasin. Shein, c'est principalement online. D'où le fait d'ailleurs qu'on avait critiqué l'arrivée de Shein au BHV, puisque c'était complètement... Voilà. L'autre sujet essentiel, c'est le nombre de références par jour. C'est-à-dire que là où Zara et H&M avaient accélérer très très grandement le nombre de références par rapport aux marques françaises historiques de prêt-à-porter, Shein vient multiplier par 10, voire 20 le nombre de références par jour, ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, c'est un modèle qu'on qualifie d'ultra mode express ou d'ultra fast fashion par rapport à des modèles de mode express qui, par ailleurs, ne sont pas des modèles vertueux. Il faut quand même le rappeler, évidemment. Les modèles Zara, H&M, etc. sont quand même des modèles basés sur la surproduction, basés sur des pratiques marketing qui sont quand même assez agressives. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on recommande et ce qu'on veut dire aux consommateurs, c'est que sur des sujets de pouvoir d'achat, soit on va aller sur des marques qui payent leurs impôts en France, qui sont créatives et qui justement défendent une forme de souveraineté, et notamment du proche import, voire du Made in France pour les marques un peu plus haut de gamme. Et après,
crée des modèles alternatifs où, en effet, aujourd'hui, la seconde main ou la déconsommation coûte moins cher aujourd'hui que d'acheter l'ultra fast fashion. Oui, je parlais de politique également parce qu'il faut rappeler que ces plateformes chinoises sont subventionnées par le gouvernement chinois. Ça veut dire que dès le départ, on ne joue pas à armes égales. C'est-à-dire qu'elles peuvent vendre à perte, elles peuvent ne pas être rentables, elles sont subventionnées. C'est donc là aussi une forme d'invasion. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois a réagi sur les mesures de protectionnisme européen en disant qu'il le prenait comme un affront parce que c'était une concurrence pour eux. Ça allait être un obstacle pour eux. Donc c'est pour dire à quel point... Donc Chine est émue, sont des produits finalement nationaux, c'est des produits patriotiques chinois. C'est subventionné par le gouvernement. Et quand on ne joue pas à armes égales, qu'est-ce qu'elle montre cette étude de CCI Île-de-France? C'est qu'en moyenne, un commerçant va payer 90 taxes. 90 taxes, quand en face, il n'y a même pas de TVA à payer, quasiment pas. C'est-à-dire que quand il y a une mesure européenne pour faire barrage ou pour augmenter des frais de douane, en 48 heures, ils ont trouvé la parade, les Chinois. C'est impossible de concurrencer. Et donc, c'est même plus une question de produit ou de modèle. C'est là un vrai problème et politique et économique qui s'affrontent. Et j'aimerais qu'on écoute Nicolas Bonnet-Oulage qui était sur le plateau de Damien Canivès dans Bienvenue en Ile-de-France. C'était le 27 mars. Je vous rappelle qu'il était adjoint à la mairie en charge du commerce. Il s'était offusqué de la présence de Shein au BHV. D'abord, on a mené une bataille très très dure vis-à-vis du BHV avec la ville de Shein. Ouais. Ça, c'est très important parce que ça a été un tournant. Ouais. Le fait que Shein s'installe juste en face de l'hôtel de ville, c'était une déclaration de guerre pour nous. Et c'est en plus l'ultra fast fashion, c'est-à-dire qu'au-delà de tuer le petit commerçant qui est dans le prêt-à-porter, c'est aussi un message qui est très négatif parce que derrière, c'est des personnes qui sont dans l'esclavagisme qui travaillent, c'est un non-respect des questions environnementales, un non-respect des questions sociales, la question de la pédocriminalité qui est au milieu de tout ça. Enfin, voilà. Donc, il faut qu'on continue à mener cette bataille sur le sens et l'étiquette. Il le disait, il y a eu un tournant avec cette arrivée de Shein au BHV. C'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit et pas positivement. On se souvient l'effroi qui nous a saisi quand on s'est rendu compte finalement que Shein réussissait à se faire une place de choix dans une enseigne parisienne mythique. Mythique. Mais moi, j'étais devant le BHV pour manifester le jour de l'ouverture. L'ironie du sort, c'était la veille de l'inauguration du salon du Made in France à la porte de Versailles. Donc, c'était totalement absurde de voir cela. Mais moi, je suis un peu fatigué d'entendre les politiques dire il faudrait. Parce que à un moment donné, ce sont les politiques. Et j'ai posé la question à Nicolas Bonnet-Oulage. J'ai dit, mais vous avez été capable, au nom de la sécurité publique, d'interdire les trottinettes en location libre-service dans les rues. Il y a eu un référendum. Certes. Caricature, bon, vu le nombre de participants. On peut faire un référendum à ce moment-là, c'est pour ou contre une ouverture de Shein. À partir du moment, puisqu'il dit il y a de la pédocriminalité, les produits sont toxiques, il y a de l'esclavagisme, est-ce qu'il n'y a pas des mesures politiques en disant ces produits sont dangereux pour la santé? On le sait, les études le montrent. On ne veut pas de ça sur le territoire. On a vu que les discussions à l'Assemblée nationale étaient un peu timides aussi. Oui, alors sur ce sujet, sur la loi Ultra Fast Fashion qu'on a portée d'ailleurs depuis 2023, là on a quand même eu des nouvelles récentes qui ne sont pas très positives au niveau de l'Union européenne, qui considèrent que cette loi aujourd'hui ne rentre pas dans les règles du marché unique. Je rappelle, parce que je pense que vos auditeurs et vos auditrices seront intéressés de savoir qu'aujourd'hui, nous, on est toujours sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il faut absolument réunir la commission mixte paritaire sur ce sujet-là. C'est une loi, je le rappelle, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et aujourd'hui, on attend cette commission mixte paritaire qui devrait donner un texte concret pour pouvoir vraiment le porter à l'Union européenne, qui aujourd'hui dit... je ne sais pas, justement. Et donc là, en effet, on se rappelle à nos politiques français au niveau national, parce qu'en fait, le BHV, et on a beaucoup surfé dessus, et je pense que ça a quand même permis de faire de la pédagogie auprès de l'opinion publique sur les travers et les effets rebonds de ces modèles. La réalité, c'est que c'est un soufflet qui ne fonctionne pas. Monsieur Merlin a fait le mariole, et Monsieur Merlin se
casse la binette finalement, parce que la réalité, c'est que ça ne marche pas du tout comme on l'avait prévu et comme tous les experts du retail l'avaient dit. Donc il y a un moment, il faut arrêter de... Enfin, je veux dire, le BHV, c'était bien pour parler de ce sujet-là. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une loi, il y a un projet de loi qui a été voté. Il faut absolument qu'il passe en commission mixte paritaire pour qu'on ait enfin un outil réglementaire pour limiter cette invasion qui a en effet des conséquences sur la ville, sur les territoires, sur les marques, sur les emplois, sur l'industrie au global. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué qui est intéressant, c'est aussi l'impact logistique majeur que ça représente pour notre région. 97% des petits colis de moins de 150 € arrivent par Roissy-Charles de Gaulle. En 2025, ça représentait 826 millions d'articles pour 5,6 milliards d'euros de marchandises. C'est énorme, c'est ingérable, sans même parler de l'impact évidemment écologique qui est désastreux. Quand on se rend compte de cette dynamique logistique, on se rend compte aussi que si ça continue, que si cette tendance prend de l'ampleur, ça va être complètement ingérable en fait. Je ne sais pas si ça deviendra ingérable, mais c'est effectivement des signaux qui sont très, très inquiétants, mais qui révèlent aussi beaucoup de notre manière de consommer sur l'instantanéité, d'aller sur ces plateformes et de commander du volume. Vous parliez tout à l'heure, Victoire, de pouvoir d'achat. Le panier moyen sur Chine, il n'est pas de 9 € quand on fait croire qu'on a acheté 3 t-shirts. C'est-à-dire que les gens achètent pour 100, pour 200, pour 300 €, ce qu'ils pourraient dépenser dans des magasins physiques. Vous allez à Châtelet le samedi aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans où vous aviez des gens avec des sacs dans les mains qui avaient fait leurs courses. Aujourd'hui, peut-être une personne sur 10 a un sac et achète. C'est beaucoup plus timide parce que ça devient un réflexe. Mais c'est très, très inquiétant, effectivement, pour la planète et sur l'aspect logistique, effectivement. Sur le sujet des petits colis, aujourd'hui, donc il y a une taxe petit colis qui a été mise en place. Ça marche pas super. Voilà, donc la problématique, c'est qu'il y a un vrai enjeu. C'est que globalement, tous les acteurs se sont détournés vers la Belgique et les Pays-Bas. En juillet, le 1er juillet, va être mis en place une première taxe au niveau européen. Oui. Donc ce détournement, a priori, va devoir à un moment donné s'arrêter. Et puis en novembre, on attend une surtaxe encore au niveau de nouveau européen. Donc pour le moment... Avec des entrepôts qui ouvrent en Hongrie. Avec des entrepôts qui ouvrent en Hongrie et en Ukraine, et donc qui ont d'ailleurs été et en Pologne. On note quand même l'ingéniosité de ces plateformes qui ont une capacité de rebond et d'adaptation qui est dingue. En 48 heures, ils répondent à chaque mesure législative mise en place de la France et de l'Europe. Je parle d'ingéniosité avec beaucoup de mépris, finalement, mais c'est quand même assez dingue de se rendre compte à quel point il y a cette capacité aussi à déjouer des règles rapidement, alors que nos appareils réglementaires, législatifs prennent un temps dingue à se mettre en œuvre. La réalité, c'est qu'en effet, ils disposent de moyens colossaux. Je pense de nouveau qu'en tout cas, et ça a été mis en avant par mon président Yann Rivola, en effet, qui est allé en Pologne lui-même avec sa petite caméra pour voir cet entrepôt. La réalité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la bataille, elle se fait aussi auprès du consommateur pour leur expliquer que Made in China ne veut pas dire tout le temps le même Made in China, qu'aujourd'hui, consommer responsable, ça ne veut pas dire consommer beaucoup plus cher, parce qu'en effet, on voit que les paniers moyens sur les plateformes du fast fashion sont beaucoup plus élevés, que le budget moyen alloué à la mode est beaucoup plus élevé dans ce cas-là. Donc, et puis sur le volet réglementaire, il faut garder les armes, j'ai envie de dire. Nous, on est très positifs et on continue d'être très offensifs auprès des pouvoirs publics, parce que la réalité, c'est que ça pèse quand même aujourd'hui pour ces acteurs-là. Ils sont très mécontents qu'on porte, nous, au niveau de la France, ce lobbying et ce plaidoyer. Et je pense qu'il faut le poursuivre. Oui, ça met quand même des bâtons dans les roues, bien sûr. Bien sûr. Il faut aussi se dire que le Made in France s'organise et qu'on le voit. Il y a aujourd'hui des marques dont les produits sont certifiés Origine France garantie. Donc c'est vraiment le Made in France garantie qui sont totalement compétitifs. Est-ce qu'on peut donner des exemples pour ceux qui nous écoutent, qui se disent mais moi je ne sais même pas où acheter si je dois acheter Made in France. Vous allez sur navire.fr. Là vous allez trouver des t-shirts, vous allez trouver des sweatshirts, des chemises au même tarif que chez Zara. Vous allez sur un site comme Cocorico, vous avez des sous-vêtements à 9 € qui sont totalement compétitifs. Un dernier exemple peut-être pour qu'on en ait 3 aussi. Là, on a vu les jeans, on a le maillot, mais on a vu les jeans qui vont sortir chez Kiabi et chez Jules, fabriqués à la fabrique de jeans dans le nord de la France pour 39 €, je crois, de mémoire. Et là, donc, il y aura une communication Made in France. Bien sûr. Et c'est du Made in France, vraiment. Pourtant, ce sont des grandes enseignes qu'on pourrait
Oui, mais de nouveau, relié à la fast fashion. Aujourd'hui, qui habille Célio pour travailler avec eux régulièrement. Aujourd'hui, ils jouent le jeu parce qu'ils sont bien conscients qu'aujourd'hui, eux, ils payent leur impôt en France. Ils contrôlent tout le monde fait leur des chaîne de valeur. efforts. Non, mais il y a un moment donné, en fait, on peut pas comparer. Enfin, tout le monde. Tout ça, c'est une grande échelle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a mis tout en disant ah bah ça, de toute façon, c'est made in China, c'est nul. Ou alors ça, c'est pas cher, c'est nul. Bah en fait, non. Heureusement que tout n'est pas nul. Non. Et en effet, aujourd'hui, le PDG de Célio, comme le PDG de Kiabi, sont des gens qui ont aujourd'hui les moyens industriels de réindustrialiser la France et ont aujourd'hui la force de le faire. Et donc, il faut les inciter, il faut les aider, il faut que l'État mette de l'argent sur la table. Et c'est aussi pour que cela fonctionne dans le retail, c'est qu'effectivement, aller sur des produits un peu plus premium ou de qualité et se démarquer. Si aujourd'hui, dans un magasin, vous allez vendre un jean 40 € qui vient de Chine, alors que vous avez un autre jean à 9 € sur une plateforme qui vient lui aussi de Chine, on ne va pas comprendre. En revanche, un jean à 45 € mais made in France, là, le consommateur fera la différence. C'est un super bon rapport qualité-prix. C'est un très bon rapport qualité-prix, mais c'est là aussi l'engagement de ces marques de produire plus en France. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie textile. Quid du Made in Europe, parce qu'on parle beaucoup du Made in France. Est-ce qu'on doit aussi être intelligent et se dire que ce qui est fait en Europe est de bonne qualité, même si ce n'est pas équivalent à nos enjeux de souveraineté et à ce qu'on se souhaite, évidemment. Non, mais de toute façon, en tout cas, nous, à la Fédération du prêt-à-porter, on ne porte pas une forme de radicalité sur le Made in. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir en tête des effets de territoire. Là, on voit bien, d'ailleurs, sur les enjeux géopolitiques, je veux dire, des guerres qui se déclarent un peu partout dans le monde. Là, c'est plutôt l'énergie, mais en effet... Oui, mais en même temps, ça a des impacts. Parce sur que tous les secteurs d'activité. Pétrole, je vous rappelle que 65 ou 70% des matières aujourd'hui sont des matières synthétiques issues du pétrole. Donc en fait, le détroit d'Ormuz, c'est la mode, à 70%. Vous faites bien de le rappeler, vous voyez, je ne l'avais pas en tête dans ces proportions. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut reprendre une réflexion en cluster industriel et on pense, nous, aujourd'hui, que l'Europe est un formidable cluster industriel. De nouveau, mon président est allé en Ukraine pour aller visiter les ateliers là-bas qui sont touchés par la guerre, mais qui ont aussi une force industrielle et une vraie volonté d'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en capacité d'avoir des clusters industriels en prochain port. Mais il faut défendre le Made in France. Il faut défendre le Made in France parce que forcément, en fait, on ne joue pas non plus à armes égales sur le territoire européen et le problème de ces mesures aujourd'hui qui s'annoncent sur la préférence européenne pourrait englober également les pays avec lesquels on a des accords. Ça veut dire que dans le Made in Europe, on aurait aussi des accords, par exemple, avec le Chili, pas très européen. Évidemment. Merci de le préciser. C'est vrai qu'on n'a pas toutes ces considérations toujours en tête et c'est important. On parlait tout à l'heure de transparence et d'accès à l'information. C'est très important de le rappeler. Vous avez tous les deux parlé de volonté politique. On sait que c'est au cœur du réacteur. J'aimerais qu'on écoute Jean-Baptiste Olivier. Il est conseiller de Paris. Il s'était exprimé sur le sujet le 20 novembre 2025. On écoute ces mots et je vous fais réagir. Rideau de fer, c'est le constat que les Parisiens font de leur commerce fermé avec plus de 11% de vacances. Rideau de fumée, c'est le constat que nous faisons de votre politique en matière commerciale. Depuis 2004, 20 ans, il y a eu 3 dispositifs. C'est un échec. C'est un échec pour le quartier latin qui était une de vos priorités. Il suffit de se balader avec mes collègues Jean-Pierre Lecoq et Anne Biraben pour voir que c'est un drame sur le boulevard Saint-Michel. Dans le 13e, sur le boulevard Masséna, c'est également assez désespérant. Dans le 14e, évidemment, l'avenue du Général Leclerc. Je citerai aussi le 18e avec Château-Rouge, où c'est un échec consternant. C'est une politique qui conduit à l'appauvrissement de Paris, à la fuite des classes moyennes, à la fuite de ceux qui peuvent faire fonctionner les commerces. C'est aussi une politique de transport, de voirie qui congestionne, qui empêche de venir dans Paris, qui empêche, là encore, les commerces de fonctionner. Toute cette politique est à revoir. Et comptez sur nous dans 4 mois avec Rachida Dati pour refaire fonctionner la ville et refaire fonctionner les commerces. Bon, depuis, vous l'avez compris, Emmanuel Grégoire a été élu à la tête de la mairie de Paris. Les conséquences datent bien sûr d'avant sa mandature, mais les conséquences dans nos centres-villes sont là. La vacance commerciale atteint 10,7% en Ile-de-France et tous les commerçants le disent. 58% jugent leur résultat de l'hiver 2025 insatisfaisant, et ce malgré un hiver plutôt clément avec une météo assez confortable. Ils ne s'en sortent pas et ça se voit, vous le disiez tout à l'heure, on le doit aussi à ce que ressembleront nos villes demain, à cette attractivité de nos centres-villes.
là, on est en train de perdre cette attractivité, cette vie de quartier. Oui, alors après, nous, on travaille très bien avec la ville de Paris et depuis, quels que soient les maires et les conseillers. Je pense qu'il y a une vraie volonté. De nouveau, avec Paris Commerce, on a travaillé là sur le testeur de commerce pour aussi aider les jeunes entrepreneurs et les jeunes marques, les jeunes designers à s'installer. Évidemment, c'est des coûts fixes qui sont très chers. C'est un peu comme des incubateurs de start-up. Exactement. Okay. En fait, on leur prête une boutique à prix modéré et on les accompagne aussi avec des experts de la fédération pour qu'ils puissent s'installer et qu'ils puissent tester. La réalité, c'est qu'en effet, les loyers sont hors de prix. La stratégie des pop-up, qui a été quand même aussi une stratégie de renouvellement du retail, les pop-up éphémères, etc., font que ça fait de l'animation, mais de fait, les gens ne restent pas. C'est assez ponctuel. C'est assez ponctuel, ça embête les riverains. Et parfois, ça engorge complètement des rues. Moi, dans mon quartier, j'ai vu des pop-up paralyser complètement des artères. Et donc ça, c'est un vrai sujet parce que la mairie de Paris lutte, et nous aussi, et en même temps, de fait, c'est une façon aujourd'hui de faire venir et de créer du business. Donc ça, c'est un enjeu. Et en effet, aujourd'hui, le sujet dans la mode, en tout cas les marques qu'on accompagne, c'est les coûts fixes. C'est qu'aujourd'hui, on a des coûts dans le retail qui sont très très élevés et qui ne sont pas compétitifs avec des plateformes en e-commerce où relativement le coût est très faible. Et beaucoup plus faible en effet. Comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? On le sait, il y a une question évidemment de pouvoir d'achat, de porte-monnaie, même si vous l'avez très justement rappelé, sur ces plateformes, on a l'impression qu'on va payer moins cher et finalement les paniers sont très très élevés. Mais on se met à la place des Français qui nous écoutent et qui se disent moi je ne peux pas tout acheter made in France, ça me coûterait trop cher, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, je ne peux pas tous les habiller comme j'aimerais. Je caricature volontairement, mais comment est-ce qu'on trouve des solutions intelligentes? Il y a déjà le bon sens, c'est-à-dire acheter moins mais mieux. Oui. La seconde main fait une belle percée en revanche dans les points de vente en Ile-de-France. C'est aussi une solution. Et puis derrière, je le rappelais tout à l'heure, cette étude de la CCI dont vous parlez, Victoire, 90 taxes. 90 taxes, tout de suite, ça veut dire que un commerçant qui ouvre sa boutique n'a pas encore vendu, qu'il a déjà perdu de l'argent entre le loyer, entre les charges salariales, entre son stock, le parking, parce que s'il n'a pas pu... Enfin, c'est 90 taxes, c'est énorme. Le parking à Paris, ça peut faire très mal. Oui, mais très vite, en fait, ces commerçants sont étranglés avant même d'avoir pu vendre le moindre. C'est donc hyper démotivant et c'est plutôt ces coups de pouce-là aussi qu'il va falloir faire derrière et véritablement les accompagner. Et vous parliez tout à l'heure d'un sujet très intéressant, sur la question des promotions et la banalisation des promotions en permanence. Toute l'année, ça ne marche pas, ce modèle. Non, ça ne marche pas. Alors donc, je vous inviterai, on pourra en reparler à l'occasion de la publication de cette étude. Nous, en tout cas, ce qu'on prône auprès de nos dirigeants d'entreprise, et quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est une réinvention du modèle retail. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va plus dans un magasin uniquement pour regarder les produits. On a envie d'une expérience, on a envie d'un accueil particulier, on a envie aussi potentiellement d'une expérience beaucoup plus omnicanale, c'est-à-dire qu'en gros, on va regarder sur Internet, on va commander, on va essayer, on va tester, on va échanger sur place, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, le modèle retail, en tout cas nous, on se concentre là-dessus auprès de nos entrepreneurs, c'est de dire, il y a un moment donné où les gens n'ont pas forcément les mêmes envies, le lieu de vente devient aussi un lieu d'expérience, il y a énormément de lieux qui font le plein, les gens continuent de sortir. Qui sait bien faire ça ? Si on donne je sais pas, je trouve que sur l'entertainment, sur, je sais pas, Boum Boum Villette à Paris, il y avait énormément de jeunes qui y vont, de jeunes parents avec les enfants, etc. En fait, les gens, ça veut dire qu'ils sortent encore. Je veux dire, faut pas non plus être trop défaitiste sur le fait que tout le monde est sur TikTok tout le week-end à regarder sur Shein. La réalité, c'est que les gens ont encore envie de sortir. Bien sûr. Donc aujourd'hui, il fait beau, le printemps arrive, tant mieux. Proposons aux consommateurs et à nos clients et à nos prospects et aux gens qui n'ont jamais acheté de venir chez nous pour autre chose que de juste dépenser de l'argent. Évidemment, c'est l'objectif de tout commerçant et évidemment on comprend bien. Oui, mais c'est quand même plus agréable quand on y passe un bon moment. Exactement. Et je pense qu'il faut renouveler cette approche-là. Et puis personnaliser l'expérience au maximum aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les plateformes, ils arrivent à le faire. Parce que finalement, les algorithmes nous poussent les produits exactement pour nous. C'est ça aussi qu'on arrive à créer avec de la fidélité dans un magasin. Alors moi, l'autre jour, j'ai commandé dans une marque, chez une marque française, très intimiste. J'ai reçu un petit colis absolument adorable avec une petite lettre écrite à la main, puisque c'était pour une occasion spéciale. Malheureusement, ça n'allait pas. J'ai donc pu contacter directement Coralie.
qui m'avait laissé son mail, c'est quand même hyper agréable, qui m'a dit que c'était pas grave si on avait dépassé les délais, qui m'a donné une adresse postale pour lui renvoyer. Et j'ai trouvé qu'on retrouvait dans cet échange quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on tendait à perdre. Et pour autant, il y avait cette flexibilité nécessaire dont vous parliez tout à l'heure et cette adaptation finalement à nos modes de consommation. Là, je me suis dit, banco, on a trouvé quelque chose d'intéressant. Comme quoi, les marques françaises sont très Comme quoi, mais je n'arrête pas de le dire. Je n'arrête Donc, pas de le vive dire. le Made in France. Vive le Made in France. Origine France garantie, c'est le Made in France garantie, c'est encore mieux. Merci beaucoup de nous le rappeler. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour parler de ce sujet ô combien important et de la nécessité de soutenir ceux qui font les choses bien, qui fabriquent en France, en Europe, qui respectent des procédures et des règles qui sont, on le sait, parfois un peu trop strictes. On n'a pas arrêté de le répéter pendant cette émission. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Le musée Carnavalet consacre en ce moment une grande exposition à l'une des figures les plus célèbres et pourtant souvent réduite à quelques citations de notre patrimoine littéraire. C'est Madame de Sévigné. À l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance, l'exposition Lettres parisiennes propose une lecture entièrement renouvelée de cette femme de lettres à travers plus de 200 œuvres et d'un parcours profondément ancré dans ce Paris du 17e. Pour en parler, nous recevons l'une des commissaires de l'exposition, Anne-Laure Sol. Merci beaucoup d'être sur le plateau. C'est vrai que quand on parle de Madame Sévigné, on a l'impression tout de suite que c'est une figure extrêmement connue, mais parfois un peu figée, coincée dans quelques citations. Pourquoi est-ce que c'était important aujourd'hui de lui consacrer une grande exposition ? Eh bien, on a voulu la montrer, comme vous le dites, sous un jour un peu différent, un peu moins scolaire, un peu moins formel. Et on a pour cela travaillé avec les autres commissaires qui ont participé à l'élaboration de ce projet, David Simoneau et Nathalie Fredel, à dépoussiérer cette image, à montrer que Madame de Sévigné était avant tout une femme indépendante, veuve à 25 ans, qui élève seule ses enfants, qui va assainir sa situation financière après la mort de son mari, qui la laisse criblée de dettes, qui va faire partie d'un milieu culturel extrêmement exigeant, un milieu dans lequel des hommes et des femmes inventent une forme de culture moderne. Et surtout, nous avons essayé de démontrer qu'elle était une grande autrice et pas seulement une mère. Oui, elle n'est pas que cette mère qui écrit de jolies lettres à sa fille ou cette femme qu'on résume à quelques formules célèbres. C'est aussi une Parisienne à part entière, une femme engagée dans la vie sociale, culturelle et politique de son temps. Et puis, c'est cette observatrice passionnée de Paris aussi. Absolument. Alors, c'est une Parisienne et plus spécialement encore, c'est une habitante du quartier du Marais. Puisqu'elle naît... Comment dit-on ? C'est une marée... Ça ne se dit pas, malheureusement, je crois. Ça ne se dit pas. Mais elle est née place Royale, qu'on appelle aujourd'hui la place des Vosges, à l'hôtel de Coulanges, qui appartenait à ses grands-parents maternels. Et puis, elle va vivre toute sa vie dans ce quartier du Marais. On l'a surnommée la Carnavalette. Alors, elle s'installe à l'hôtel de Carnavalet en 1677. Elle en est follement heureuse. Elle en parle très très bien dans ses lettres. Elle dit « Ma chère fille, nous aurons le bel air, une belle cour, un beau jardin ». Et elle va inventer, puisque le loyer est trop important pour elle, elle est locataire, une forme de colocation. Elle va partager ce loyer avec des membres de sa famille, avec des amis. Et elle va vivre de 1677 à sa mort en 1696 dans cet hôtel de Carnavalet qu'elle va beaucoup aimer. C'était donc assez évident d'organiser cette exposition au cœur du musée Carnavalet, on l'imagine bien. Ce Marais aristocratique qu'elle va côtoyer, ses cercles mondains, ses visites, les échanges, les rumeurs, tout de suite ça dit quelque chose. C'est un petit bruit de Paris, je parlais du Paris du 17e. Tout de suite avec elle, on est plongé dans une ambiance. On est plongé dans une ambiance et si vous voulez... Ce qui est merveilleux avec cette correspondance, c'est que c'est un peu un contrepoint à l'histoire officielle du règne de Louis XIV. Pardon ? C'est une manière d'observer les choses de manière beaucoup plus subjective, intime, en passant par des circuits qui ne sont pas des circuits officiels d'information. C'est un peu juteux. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Se mêlent la grande et la petite histoire, des notations intimes, aussi une manière de penser sa vie de femme, des réflexions sur la maternité, sur le corps qui change, qui vieillit. Pardon, mais c'est ultra moderne, finalement. C'est ultra moderne. Et c'était vraiment notre intention première, c'était de montrer
la modernité de ce regard, en fait, sur soi-même, sur ses contemporains, sur la ville. Et c'est ce fil rouge qui guide tout le propos de l'exposition. C'est vrai que cette matière qu'on décrit, là, ça va lui permettre, en tant qu'écrivaine, d'énormément s'épanouir et d'aller puiser dans un certain nombre d'observations et de réalités, finalement, de ce quotidien qu'elle vit elle-même et qu'elle regarde avec cet œil. Vous l'avez dit, c'est une observatrice née. C'est une observatrice, mais c'est aussi une travailleuse acharnée, parce que ces informations ne lui parviennent pas par hasard. Elle se renseigne beaucoup, elle a tout un réseau comme ça d'informateurs qu'elle va voir, qui lui confient des scoops, entre guillemets. Et elle lit aussi voilà, ce qui est un organe de presse à l'époque qui s'appelle le Mercure Galant. Et elle va tisser entre ces informations qu'elle récolte, des parutions, des bruits qu'elle glane dans la ville. Comme ça, toute une chronique de Paris, des grands personnages qui font l'histoire du règne et qu'elle évoque dans sa correspondance. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est aussi une femme qui va être veuve très jeune. Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Quels sont les impacts de ce veuvage anticipé? Ça va tout changer, en fait. Puisque le veuvage, au XVIIe siècle, est pour les femmes une manière d'acquérir une liberté. Indépendance, bien sûr. Une liberté. Et donc, pour sa plus grande chance, si j'ose dire, elle est veuve à 25 ans. Elle a donc 2 enfants petits, une fille et un garçon. Et le veuvage lui permet de retrouver une partie de sa dot, lui permet d'avoir une autonomie financière, une autonomie de mouvement, une liberté de mouvement. Donc, elle sans passer pour une femme de mauvaise vie ou une femme qu'on n'a pas mariée. Ou, voilà. Donc, elle a ça va lui permettre tous les attributs de devenir la Madame de Sévigné qu'on connaît et qu'on raconte aujourd'hui. Alors, elle a tous les attributs de la respectabilité, mais de toute façon, elle les avait même avant son veuvage. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu très privilégié, hein, de naissance et puis par son mariage. Et puis, effectivement, cette liberté dont elle dispose à 25 ans va lui permettre de vivre à sa guise, en fait, de côtoyer qui elle veut, de se livrer à cette pratique de la correspondance qui est beaucoup plus répandue chez les femmes du XVIIe siècle qu'on ne le croit, parce qu'on la présente toujours aussi un petit peu seule de son espèce. Mais en fait, elles sont très, très nombreuses à écrire, à correspondre les unes avec les autres. Les archives de ces lettres. Qu'est-ce qu'on y lit? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est avant tout une grande écrivaine. Elle écrit bien. Elle écrit merveilleusement bien. Et là aussi, je vous parlais d'une grande travailleuse. Dans ses lettres, elle ménage ses effets. Elle sait manier l'ironie. Elle a un style fou. Elle est à la fois drôle, moqueuse, elle sait être tragique. Elle construit ses lettres. Hein. Ce n'est pas du tout des impressions qu'elle jette comme ça sur le papier sans y réfléchir. Tout ça est extrêmement construit et elle a tout à fait conscience de cette construction puisqu'elle sait aussi que la réputation de ses lettres fait qu'elles sont parfois lues en public lorsqu'elles arrivent à leur destinataire. D'accord. Donc elle est tout à fait consciente de la dimension théâtralisée finalement de l'objet. Absolument, absolument. Quelles sont les lettres que vous présentez dans cette exposition? Est-ce qu'il y en a une que vous souhaitez mettre en avant en particulier, qui dit quelque chose de particulier de Madame de Sévigné ou qui est une anecdote amusante? Alors, il y a plusieurs lettres qui sont présentées dans l'exposition, puisqu'on a aussi voulu montrer qu'elle ne se mettait pas à écrire à partir du moment où sa fille s'en va. Hein, puisque souvent... C'est un peu ce qu'on a dans l'imaginaire. Eh bien, c'est faux. Puisqu'elle commence à écrire dès les années 1640. Okay. Donc, c'est une jeune femme, tout à fait. Et elle écrit aux grands esprits de son temps, aux grands littérateurs, aux grands grammairiens de son époque, qui vont la considérer comme une correspondante tout à fait intéressante. Et on présente donc des lettres de ses premières années qu'elle échange aussi avec son cousin, Roger de Bussy-Rabutin, qui est un personnage haut en couleur et qui va être un de ses correspondants réguliers tout au long de son existence. Donc une lettre que moi j'affectionne particulièrement et qui est présentée à la fin du parcours, c'est une lettre qu'elle va donner à sa fille, non pas l'envoyer par la poste, à un moment où sa fille prépare son départ à Grignan. Et dans laquelle elle parle d'un petit cadeau qu'elle va lui faire, d'un diamant qu'elle a fait retailler pour elle et qu'elle souhaite que sa fille emporte en mémoire d'elle
voilà, au moment où celle-ci va la quitter pour vivre avec son mari. Et donc cette lettre est présentée effectivement dans le parcours de l'exposition. C'est très intime. C'est très intime. Oui, c'est très intime et c'est une lettre qui est merveilleusement écrite. Découvrir l'écriture aussi, je pense que pour le visiteur de l'exposition, c'est quelque chose d'émouvant et voilà, tout à fait exceptionnel. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'elle vient d'un milieu privilégié. On est donc au cœur de cette culture galante. Elle évolue dans des lieux essentiels pour l'époque, l'hôtel de Rambouillet, les cercles de Madeleine de Scudéry. Et vous l'avez dit, c'est une autre façon de raconter l'histoire. C'est une contre-histoire de ce règne de Louis XIV. On est dans les coulisses du pouvoir, les rivalités, les vanités de la cour, les violences politiques, mais avec son œil, avec son regard, avec ses observations et avec les précieux renseignements qu'elle obtient. Est-ce qu'elle était bien perçue par le pouvoir, justement? Alors, elle a fait des choix où elle est restée fidèle à des choix amicaux, familiaux, qui n'étaient pas les choix les plus raisonnables. D'accord. Voilà, elle est liée à des frondeurs, donc un certain nombre de personnages qui sont opposés au cardinal de Mazarin au moment de la régence d'Anne d'Autriche. Donc elle va rester fidèle au cardinal de Retz, par exemple. Son cousin, Bussy-Rabutin, qui est un homme assez turbulent, qui va écrire un ouvrage qui va déplaire au roi, l'histoire amoureuse des Gaules, qui va être exilé sur ces terres de Bourgogne. Elle va aussi être liée à Fouquet, qui donc va être jugé pour spéculat et puis condamné aussi à un exil jusqu'à la fin de sa vie. Donc elle fait des choix dangereux. Elle fait des choix dangereux ou, en tout cas, ses choix de jeunesse, elle leur reste fidèle. Mais elle va tout de même parvenir à se rapprocher de la cour de manière tout à fait intime, presque à un moment, puisque par l'intermédiaire de sa fille, Françoise Marguerite, elle va participer à des grands spectacles, à des fêtes qui sont organisées par le roi, d'abord au Palais Royal, puis à Versailles. Sa fille va danser avec le roi, elle est présentée à la cour à l'âge de 16 ans. Et donc, à ce moment-là, Madame de Sévigné fraye un chemin dans le cercle. Elle va espérer, en tout cas, une existence dans la proximité de la cour. Elle n'obtiendra jamais de charge officielle et elle sera invitée de manière plus ou moins espacée à des festivités à Versailles, comme je l'ai dit. La dernière fois qu'elle verra le roi, c'est lorsque une représentation d'Esther de Racine va être organisée à Saint-Cyr et elle sera invitée par Madame de Maintenon, qui est une ancienne amie. C'est la dernière fois. Madame de Maintenon, qui est la maîtresse. Alors, qui est d'abord la maîtresse et puis l'épouse morganatique du roi Louis du roi, et qui est une amie de longue date de Madame de Sévigné, puisqu'avant d'être Madame de Maintenon, c'était l'épouse de Paul Scarron, le poète, qui faisait partie de ces cercles du Marais. Donc vous voyez, le monde est petit. Et elle verra le roi pour la dernière fois. Alors, elle a un rapport un peu distancié à tout ça. Elle est à la fois admirative, grisée, et puis assez lucide, en fait, sur ces flatteries des courtisans, sur ce tourbillon de la cour. C'est d'ailleurs assez délicieux à lire chez elle. Oui, et elle dit, et à la fin, autant n'emporte le vent de tout cela, en fait. Elle est assez lucide. L'exposition montre aussi, on a commencé à en parler, combien son image a été récupérée, transformée dès le XVIIIe siècle. On parle presque de Sévigné-mania. Elle inspire des écrivains comme Proust, Virginia Woolf, mais aussi la publicité, les arts décoratifs, le cinéma. Elle devient une icône de ce style français, parfois au prix de simplification que l'exposition, justement, tend à interroger. Est-ce qu'elle a été aussi pensée pour ça, cette exposition? Oui, tout à fait. Nous, on a voulu évacuer dès la première salle l'image d'Épinal, en fait. Et puis, chaque époque, depuis la parution des lettres au XVIIIe siècle, a eu sa Madame de Sévigné. Donc, avec toujours une dimension un peu sentimentale, la femme vertueuse, veuve à 25 ans, qui ne se remarie pas et à laquelle on ne connaît pas d'amant, la mère exemplaire, donc la grande épistolière, la représentante d'une forme d'excellence du style. Donc toutes ces Madames de Sévigné, elles connaissent des avatars tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Il faut savoir que c'est, par exemple, la femme dont le nom a le plus été donné à des écoles
en France, parce qu'on a considéré très vite que c'était un modèle de vertu, cette femme qui avait élevé courageusement seule ses 2 enfants et qui ne s'était pas remariée. Et donc ce qui n'est par ailleurs pas faux, mais ce qui ne la résume pas. Oui, ce qui n'est pas faux, mais ce qui ne la résume pas, tout à fait, vous avez raison. Et on a considéré que c'était un modèle formidable pour les jeunes filles. Et c'est pour ça qu'on a donné son nom à autant d'écoles. Et donc, dans cette première section, on revient sur tous ces visages de Madame de Sévigné, depuis le panthéon des grands hommes au XVIIIe siècle jusqu'aux étiquettes de boîtes de chocolat dans la deuxième partie du XXe siècle. Qu'on prend un plaisir fou à découvrir et à redécouvrir au musée Carnavalet. Madame de Sévigné, lettres parisiennes. C'est jusqu'au 23 août. Merci beaucoup d'être venu nous en parler dans l'émission. Et on passe tout de suite à la conso. C'est une institution du quartier latin et un symbole du commerce culturel français qui vacille. La librairie Gibert a demandé son placement en redressement judiciaire, une annonce qui a surpris de nombreux clients, mais aussi beaucoup de professionnels du secteur pour nous aider à comprendre ce que ça signifie. On est très heureux d'en parler avec Emma Confrère, journaliste économie au Figaro. Merci beaucoup Emma d'être avec nous. Première question très simple, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi concrètement demander un placement en redressement judiciaire? C'est vrai que les mots font un peu peur. Alors ça ne va pas fermer du jour au lendemain. Je rassure tous les fans de Gibert. Mais pour le coup, c'est que l'économie et la santé de l'entreprise vont mal. Donc voilà, il faut trouver des solutions. Il y a un placement en redressement judiciaire. Ça permet par exemple de geler certaines choses, d'assurer quand même le salaire des salariés. Donc c'est un temps de pause, on va dire. On n'est pas dans une situation de liquidation? Non, pas tout de suite. Non, le redressement, c'est avant la liquidation judiciaire. On ne le souhaite pas. Comment est-ce qu'on explique qu'un acteur aussi connu, une référence comme cette librairie, ancrée depuis plus d'un siècle dans le paysage parisien, se retrouve aujourd'hui en telle difficulté? Malheureusement, on a une baisse de la vente des livres neufs avec un fort essor du marché de l'occasion. Et pour vous donner des chiffres que j'ai sous les yeux, par exemple, on avait en 2025 307 millions d'exemplaires de livres physiques neufs qui ont été vendus. C'est moins 2,5% en un an. Et ça ne cesse de baisser depuis ces dernières années. Donc on achète moins de livres neufs, on achète plus d'occasion, mais ils en font de l'occasion. Ils en font aussi de l'occasion, mais malheureusement c'est un secteur ultra concurrentiel. Donc en face on a des Vinted, on a des Le Bon Coin, il faut réussir à se démarquer. Est-ce qu'il y a aussi une baisse structurelle finalement de la fréquentation des librairies physiques accentuée notamment par le e-commerce et par les géants qu'on connaît? Bien sûr, on a par exemple un Amazon. Pourtant, c'est toute une expérience de se rendre quand même dans une librairie. On a des conseils qu'on n'a pas forcément en ligne, mais écoutez... Puis le papier, c'est quand même un plaisir d'aller découvrir. J'avais justement des personnes sur les réseaux sociaux qui expliquaient ce côté un peu d'odeur de papier un peu joli quand on va chez Gibert, donc il y a un vrai côté matériel. Mais maintenant, les personnes commandent plus sur des géants du e-commerce. Vous avez parlé d'Amazon, ça c'est le géant qui finalement fait peur à tous les libraires français. Depuis de longues années, il y a un long conflit entre Amazon et les libraires français, sachant qu'on a aussi un tarif unique du livre, donc il n'y a pas forcément de plus cher chez l'un ou moins cher chez l'autre. Et donc les personnes vont au plus simple sur Amazon sans avoir forcément de conseils. Et on perd ce vrai côté de Gibert et d'autres librairies avec des vrais conseils. Il y a aussi un phénomène dont on n'a pas parlé, c'est évidemment les charges fixes qui sont très lourdes, notamment à Paris et en Île-de-France. Pour ceux qui sont installés dans des arrondissements comme celui du quartier latin, c'est vrai que ça coûte hyper cher. Ah oui, on a une location. Il faut vendre énormément. On a une location du mètre carré qui est affolante à Paris, sachant que Gibert a vraiment plus d'une dizaine de magasins en France. Donc ils ont fermé, ils en avaient une vingtaine il y a rien que 2 ans. Donc ils sont obligés de fermer. Je crois qu'à Dijon, ils persistent et ils subsistent. Oui, c'est ça. Ma ville de cœur. Ils arrivent, ils tentent de tenir et c'est tout à leur honneur. Mais entre bien sûr, il faut payer aussi les salariés pour leurs conseils. Bien sûr. Et au bout d'un moment, c'est compliqué. Mais on le voit aussi dans d'autres commerces à Paris. Malheureusement, c'est de pire en pire. Alors moi, je fais de la vacance locative. Énormément de vacances locatives, vous avez raison. Je mets ça en parallèle avec l'affluence absolument dingue qu'il y avait cette année au Festival du Livre de Paris. Je ne sais pas si vous y êtes allés. Moi, j'y suis allée un jour de week-end, mais c'était absolument dingue. Les gens faisaient la queue sur le trottoir pendant des heures pour rentrer. Il y avait énormément de jeunes. Et on se dit, je ne comprends pas bien. Tout le monde veut lire et en même temps, on déserte les librairies. Oui, c'est vrai qu'il y a un sacré paradoxe. Alors, est-ce que c'était le fait de voir un petit peu les nouveautés, de se rassembler, de rencontrer du monde? Je ne sais pas. C'est peut-être, par exemple, une solution que pourrait faire Gibert, d'organiser plus d'événements dans leur librairie. Je sais Disons que ça donne des idées. Mais ça donne des idées. Il va falloir renforcer ce côté physique. On en parle, depuis le Covid, malheureusement, il y a eu un petit peu ce déclin du côté physique. Il faut le ramener et peut-être aussi dans ces librairies. Ça peut donner une idée s'ils nous regardent. Au-delà de Gibert, est-ce que cette situation, elle est révélatrice d'un malaise plus large du commerce de centre-ville
à Paris, mais ailleurs, c'est vrai aussi. Ah bien sûr, oui, pour le coup. Alors, on a écrit pas mal de fois justement sur ces vacances locatives. C'est un réel problème. Non seulement ça fait moins de revenus aussi pour les centres-villes, moins de personnes qui viennent et des centres-villes qui se meurent. Et donc moins d'attractivité, et c'est le phénomène qui s'emballe. C'est ça. Et on parle non seulement des commerces, mais moins de commerces dit aussi moins d'habitants, moins d'écoles, moins de médecins. C'est un cercle vicieux. Est-ce qu'on peut aussi parler plus globalement d'érosion progressive des grandes enseignes culturelles ? Pas uniquement des librairies. Ça dépend. Moi, j'avais l'impression que ça marchait bien. Pour ceux qui arrivent à être bien présents sur le e-commerce, à la fois en e-commerce et en physique, pour le coup, ça fonctionne. Ceux qui misent vraiment plus sur le physique, là, ça commence à être compliqué. On a des grands acteurs, pas uniquement français, malheureusement, mais qui sont vraiment présents sur le e-commerce. Et Gibert, justement, c'est dans son programme d'essayer, en tout cas, d'accentuer sur le e-commerce. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils expliquent la situation ? Pour le coup, alors ça reste pas encore grand-chose, assez flou. Oui. Non, c'est assez flou. Pour le coup, qu'ils sont en com de crise surtout. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, ils ne nous ont pas encore répondu. Mais voilà, en tout cas, de ce que l'on sait, ils vont tenter, dans un courrier interne, ils mettaient qu'ils allaient essayer de renforcer justement le marché de l'occasion, renforcer le e-commerce et essayer de voir. Je pense que ça va être un peu au jour le jour, déjà de savoir quel magasin ils gardent. Voilà, ça va être un petit peu. Donc des arbitrages. Des arbitrages, automatiquement, bien sûr. Est-ce que l'État ou les collectivités peuvent avoir un rôle à jouer ? Est-ce que la ville de Paris ou un arrondissement parisien peut se dire « Non, moi, je tiens à ce que Gibert reste une librairie de quartier et donc je vais subventionner, je vais aider ». Il y a des possibilités. Il y a des possibilités, justement, on va les interroger bientôt à ce propos, donc pour savoir voilà, s'il y a des pistes. Alors, peut-être pas directement du côté du gouvernement, mais oui, du côté de la mairie, en tout cas, on pourrait dire, voilà, c'est une institution, on veut qu'il reste, ou même des associations de quartier. Vous voyez, chacun peut aussi mettre la main un peu à la pâte et se dire, d'autres commerçants, c'est le cas d'un cinéma à côté de chez moi, un cinéma indépendant qui, justement, survit grâce aux subventions des habitants du quartier. Ça peut être une solution durant le redressement judiciaire, le temps de lancer aussi de nouvelles initiatives et de repartir ensuite. Pardon, mais ce qu'on comprend aussi, c'est pas du tout contre Gibert en particulier, mais c'est qu'ils n'ont pas tout à fait pris le virage au bon moment. Pas exactement. Non, c'est vrai que sur un marché de l'occasion, il y a un retard, l'occasion, forcément. Il y a un retard sur des plateformes qui sont davantage présentes. On parlait par exemple de Vinted ou Le Bon Coin, qui ont des plateformes bien identifiées de tous les Français. Et puis ça marche super bien. Ça marche super bien. On pourrait avoir une super plateforme Gibert avec du neuf, de l'occasion. On fait son petit marché et on a plus envie de soutenir un Gibert qu'une autre plateforme. La question derrière, c'est est-ce qu'il y a un modèle culturel et commercial qu'on voudrait pouvoir défendre en ville et qui pourrait fonctionner, en gardant évidemment en tête ce que vous nous avez dit et ce que vous nous avez très bien expliqué, c'est qu'aujourd'hui, une enseigne a besoin d'être présente en ligne, a besoin de multiplier les solutions d'achat et les probabilités, les possibilités de consommation. Finalement, c'est là où ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et c'est pour ça que j'avais fait, par exemple, un sujet il y a quelques mois sur les pop-up stores. Vous savez, ces magasins éphémères qui ouvrent et qui ferment en quelques mois. On en a parlé en début d'émission, puisqu'on parlait du rapport de la CCI sur les ravages de la fast fashion. Ça marche, les pop-up ? Alors pour le coup, il y a une vraie affluence. Quand on voit par exemple la queue sur certains trottoirs dans le centre de Paris, c'est peut-être un pop-up store qui vient d'ouvrir et où les personnes s'empressent. Je suis complètement d'accord. Il y a ce côté... Parfois, ça dure des semaines. Oui, c'est ça. Ouvert pendant des semaines. Donc ça peut être aussi une solution. Je vous disais un peu dans l'événementiel, d'apporter peut-être certains auteurs ou en tout cas de créer vraiment un engagement de la part des lecteurs qui viennent plus seulement malheureusement chercher des conseils en librairie, mais qui viennent peut-être chercher quelque chose d'immersif, peut-être une chasse au trésor du livre, je ne sais pas. Mais vous avez des super idées, de vous prendre en consultante. Non, mais ce qui est génial et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, ils vont devoir aller voir les pratiques qui fonctionnent et essayer de les appliquer à leur modèle, c'est ça ? Est-ce qu'il y en a qui font ça très bien ? Qui l'ont compris ? Est-ce que pour le coup, quand on voit, alors je sais que c'est pas comparable, mais par exemple quand on voit la Fnac, qui a non seulement bien sûr des livres, jeu vidéo, du CD, qui ont aussi l'affluence est réelle, côté électronique, l'affluence est réelle. Donc je me dis, si eux y arrivent, pourquoi Gibert n'y arriverait pas ? Acteurs français, on a envie de les soutenir aussi. Bien sûr. Moi j'ai l'impression qu'il faut un peu dépoussiérer le modèle de Gibert. C'est l'idée. Et c'est ce que m'a expliqué, par exemple, la présidente du Cercle des économistes qui me disait « Bon, ils se sont peut-être aussi un petit peu endormis, il faut relancer la machine et ça va aller. » Côté consommateur, comment est-ce qu'on peut les soutenir, leur dire aux consommateurs que ça ne coûte pas plus cher d'aller acheter un livre chez Gibert que de l'acheter chez Amazon, puisque c'est vrai ? C'est vrai. Donc il faut tout simplement se rendre chez les librairies, au moins de quartier ou en tout cas chez Gibert, et voir dans une offre d'occasion et de neuf, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Merci beaucoup Emma Confrère, vous êtes toujours aussi pédagogue et formidable pour nous parler de ces sujets. On vous lit évidemment dans le Figaro et sur le site internet du Figaro. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Conso et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dans l'émission. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain 19h.